Salam alaikum mes amis et bienvenue dans notre formation JavaScript. On est arrivé à la 4e vidéo et on va voir le mode asynchrone en JavaScript. Mais avant de détailler c'est quoi le mode asynchrone en JavaScript, c'est Event Loop. Comme vous savez, JavaScript est un langage synchrone et monothread. C'est quoi synchrone et c'est quoi single thread? La première notion c'est synchrone. Synchrone, c'est le code qui va s'exécuter ligne après ligne en attendant la fin ou bien la réponse de l'exécution de la ligne précédente. Le mode asynchrone, c'est le contraire. C'est-à-dire, avec asynchrone, la ligne suivante n'attendra pas que la ligne précédente finisse son exécution. Et le monothread ou bien single thread en anglais, c'est avoir un seul thread qui va se charger d'exécuter notre code, c'est-à-dire on a une seule file d'attente et une seule pile d'exécution pour exécuter notre script. Donc avec le mode synchrone, c'est le mode bloquant. Parfois notre navigateur se bloque jusqu'à la fin ou bien dès que la réponse de la première instruction est arrivée. Donc il se bloque et ne peut pas continuer la génération de notre page HTML jusqu'à l'arrivée d'une réponse, je ne sais pas, de l'appel de l'API Ajax ou bien une opération de DOM ou bien une méthode asynchrone comme setTimeout ou bien setInterval. Donc les gens de JavaScript ont inventé ce qu'on appelle Event Loop. En fait, Event Loop, c'est un moteur de JavaScript qui va exécuter la fonction JavaScript asynchrone sous forme d'événements. Event Loop, il se compose de 3 parties. On a le call stack. Voilà le call stack. C'est elle qui va exécuter notre fonction ou bien notre script, ligne après ligne, instruction par instruction. Et si on a une instruction ou bien une fonction asynchrone qui va prendre un temps pour avoir une réponse, par exemple les opérations sur le composant DOM ou bien les appels des API Ajax ou bien des fonctions asynchrones comme setTimeout ou bien setInterval, il va la mettre dans la partie Web APIs jusqu'à l'arrivée de la réponse. Il va la mettre dans la file d'attente callback queue, et si le call stack est vide, Event Loop il va pousser la première méthode de callback queue vers le call stack pour continuer l'exécution. Donc le JavaScript ne se bloque pas pour exécuter notre script. Toujours il continue l'exécution des instructions. En fait, avec l'Event Loop, le code n'est pas réellement exécuté en parallèle car il est mis en file d'attente, mais il ne bloque pas l'exécution de code. Pour gérer l'asynchrone en JavaScript ou bien pour implémenter Event Loop, on a 3 techniques concrètes. On a les callbacks. C'est une vieille technologie ou bien c'est une vieille solution. Le callback, c'est une fonction qui est passée en paramètre pour une autre fonction. Après, le promise, il vient pour remplacer le callback parce qu'elles sont simples et très visibles. Après, on a async and await. Elle permet de faire de l'asynchrone avec une syntaxe plus lisible et naturelle, mais elle utilise en arrière-plan les promesses. Donc, avant d'aborder à la pratique, on doit voir comment Event Loop il exécute notre code. On a un site, il explique comment Event Loop il exécute notre code. Dans cet exemple, on a 3 instructions. La première instruction, la deuxième, la troisième. Donc, le Event Loop, il va exécuter la première, mais la deuxième, c'est le code asynchrone. Donc, on a besoin d'attendre 2 secondes pour exécuter la deuxième instruction. Donc, il va continuer, il ne se bloque pas, il va exécuter la troisième instruction, mais la deuxième, il va la mettre dans Web API. Après 2 secondes, il va la mettre dans la file d'attente. Et après, si le call stack il est vide, il va pousser la première méthode de file d'attente pour s'exécuter. Donc, on va voir ça en réel. Voilà la première instruction, la deuxième qui va prendre un temps, la troisième. Voilà la deuxième. Il s'exécute à la fin. La première, la deuxième qui va
Voilà la troisième, la deuxième. Voilà. On peut aussi exécuter notre script dans notre éditeur. Voilà l'éditeur Visual Studio Code. On va essayer d'exécuter notre fichier callback.js. Voilà la première, la troisième. Donc il ne se bloque pas à ce niveau-là, il continue l'exécution. Il va exécuter la troisième. Et après 2 secondes, il va exécuter la deuxième instruction. Comme vous voyez là, on a passé une fonction comme un paramètre. C'est une fonction callback qui est passée en paramètre pour la fonction setTimeout. setTimeout, c'est une fonction asynchrone. Après avoir comprendre c'est quoi Event Loop, comment il exécute notre code en mode asynchrone, on va passer pour voir comment implémenter le callback, les promesses et async and await. On va commencer par les callbacks. On a dit les callbacks, ce sont des fonctions qui sont passées en paramètre pour d'autres fonctions. C'est une fonction qui est passée en paramètre pour une autre fonction. Quand la première elle exécute, elle va exécuter notre fonction callback. Par exemple, à ce niveau-là, après 1 seconde, cette time elle va être exécutée et après elle va exécuter notre fonction callback qui est passée en paramètre. Donc on va voir un peu de pratique. Par exemple, on a deux fonctions. La première fonction, elle affiche hello. Voilà. Console.log. Et la deuxième, elle affiche bye. Voilà. Donc, si on fait appel à notre fonction sayHello et sayBye, voilà, on a hello bye. Parce qu'on a exécuté hello en premier temps et après on a say bye en deuxième. Si on ajoute un code asynchrone pour exécuter say hello, par exemple, si on met setTimeout, après 1 seconde, on va exécuter notre fonction say hello. On va avoir le résultat différent. Bye en premier temps et hello en deuxième temps. Parce que ce code-là, c'est le code asynchrone. Il va le mettre dans la file d'attente et attendre 1 minute. Et l'exécution de code, il ne se bloque pas. Il va exécuter en premier temps say bye et après, il va exécuter notre deuxième. Voilà notre fonction callback qui est passée en paramètre pour la fonction setTimeout. Et si notre fonction sayHello, notre callback, n'a pas de paramètre à ce niveau-là, on peut minimiser l'écriture de cette fonction de cette manière, sans les parenthèses, parce qu'avec les parenthèses, on va avoir une erreur. Voilà, on va exécuter notre code by après 1 seconde hello. Mais si on ajoute des parenthèses, par exemple à ce niveau-là, on va avoir une erreur. Voilà. Callback must be a function. Il est inconnu. Par exemple, si on a un paramètre à ce niveau-là, et on a besoin des parenthèses pour passer notre paramètre, on va utiliser le arrow function. Voilà. Bye et après hello world.
Le deuxième exemple de callback, par exemple, si on a une fonction qui va présenter notre fonction callback, il a un paramètre et il affiche hello name. La deuxième fonction, c'est notre fonction extérieure qui va utiliser le callback, outer function. Il prend une fonction callback en paramètre et on va demander à l'utilisateur de taper son nom. Please enter your name. Après, on va exécuter notre fonction callback avec le nom de l'utilisateur qui a saisi. Après, on va faire appel à notre outer function et on va passer notre fonction callback qu'on a déjà créée. Comme vous voyez, pas de parenthèse à ce niveau-là, parce que le paramètre name il est déjà passé dans l'appel de notre callback. Voilà, callback, et on a passé le nom d'utilisateur quand on fait appel à notre fonction callback. Voilà, on va exécuter notre fichier. Prompt is not defined. Prompt, c'est une fonction qui est utilisée juste dans les navigateurs. Donc on va copier notre script, on va l'exécuter dans notre navigateur. Il va nous demander de saisir notre utilisateur, Ali, par exemple, et il nous sait hello Ali. Donc notre fonction extérieure, outer function, il a utilisé un callback, c'est notre fonction comme paramètre. Après les callbacks, on a la deuxième technique, c'est les promesses. Les promesses, c'est un objet JavaScript pour traiter ou bien exécuter en mode asynchrone. Il vient pour remplacer le callback parce qu'on a des cas où on doit obliger de travailler avec le callback imbriqué. Et si on a plusieurs callbacks imbriqués, ce qu'on appelle callback hell, on a un code difficile à comprendre et à maintenir. Par exemple, à ce niveau-là, on a des callbacks imbriqués. Voilà, après l'événement de clic, on a passé une fonction callback. La première. On ouvre une connexion et on passe une fonction callback. La deuxième. Après, on va exécuter notre requête et on va passer une autre callback. C'est-à-dire, on a un code difficile à maintenir. Donc, à ce niveau-là, ils vont inventer les promesses pour simplifier la lisibilité du code. Pour créer les promesses, on a l'objet promesse, on utilise le mot-clé new et on donne deux paramètres resolve dans le cas du succès et reject en cas d'erreur. Parce que les promesses ont trois états. Pending, c'est l'état initial. Si la promesse retourne les données, on a l'état fulfilled ou bien completed ou bien resolve. C'est la même chose. Si on a une erreur dans la promesse, elle va retourner avec le paramètre rejected. Donc, on va créer un exemple de promesse. On a une promesse P. On utilise le mot-clé new. Promesse. On a resolve dans le cas de succès et reject dans le cas d'erreur. L'opérateur de raw function on a une condition
Si notre condition est vérifiée, on va retourner notre donnée. Resolve data from server. Else, par exemple, si on a une erreur au niveau des serveurs, on va retourner avec le paramètre reject operation failed, par exemple. Et pour exécuter notre promesse, on va utiliser soit done pour récupérer la réponse, ou bien catch pour afficher l'erreur. On va exécuter notre fichier promesse.js data from server parce qu'on a la condition, elle est vérifiée. Si on va mettre à ce niveau là false, on a opération failed. Et voilà comment implémenter les promesses ou bien créer une promesse en JavaScript. Voilà la troisième technique pour travailler avec le mode asynchrone en JavaScript, c'est le async and wait. Parfois, vous devez bloquer le code jusqu'à l'arrivée de réponse parce que la ligne suivante elle dépend à la résultat du code qui précède. Donc, on utilise le mot-clé await dans une fonction async. Donc, impossible de trouver le mot-clé await à l'extérieur de la fonction async. Donc, on va voir un exemple dans la pratique. Par exemple, on a deux fonctions. La première fonction, c'est getData. Retourne une promesse. On a la méthode resolve. Et reject. On va mettre 7ème out. Après 2 secondes, on va retourner notre data. Voilà. Et une deuxième fonction qui va utiliser notre première fonction. Par exemple, getContent. On va créer une constante data. On va faire appel à notre fonction getData. Voilà. On va l'afficher. Donc, on a cette ligne, elle dépend à la résultat de cette fonction. Donc on doit bloquer l'exécution à ce niveau là pour avoir un résultat et l'afficher à ce niveau là. Donc on va exécuter notre fonction getContent. Et pour la bloquer, on doit utiliser le async and await. Donc dans un premier temps, on va exécuter notre code sans async and await. Voilà. Pas de résultat. On a juste la promesse en état pending. On n'a pas récupéré notre donnée. Mais pour afficher le résultat, on doit faire le mot-clé async et and await avant notre fonction asynchrone. Donc on va bloquer l'exécution à ce niveau là
jusqu'à ce qu'on renvoie le résultat et on va l'afficher. Donc on va réexécuter notre fichier. Après 2 secondes, on a notre donnée. Donc merci beaucoup et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.